Bonsoir. Avant de découvrir les titres de cette nouvelle édition, soyez les bienvenus sur Télé Sud. Ce mercredi 12 septembre, nous parlerons dans ce journal de la fusillade des 16 prédicateurs musulmans, dont au moins 9 Mauritaniens, par des militaires maliens dans la région de Ségou, au Mali. Les familles des victimes à Nouakchott ont manifesté leur colère avec des slogans hostiles au régime de Bamako. Nous parlerons également du Bénin. Des inondations causées par des pluies diluviennes et par la montée du fleuve Niger ont fait 4 victimes dans le nord du pays, région de Kalima et Malanville. De nombreux dégâts matériels et plusieurs hectares de cultures vivrières ont été dévastés. Et enfin, en France, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a choisi Saint-Ouen, commune de Seine-Saint-Denis, région parisienne, touchée par les trafics de drogue, pour lancer officiellement hier la première zone de sécurité prioritaire, ZSP, promesse de campagne du candidat Hollande. 15 ZSP doivent être mises en place d'ici fin 2012. Et nous ouvrons cette édition avec la fusillade survenue au Mali. Les corps des 9 Mauritaniens sont arrivés à l'aéroport de Nouakchott en Mauritanie. Les auteurs des coups de feu sont des militaires maliens. Selon les autorités mauritaniennes, les victimes, 16 au total, des Maliens et des Mauritaniens, étaient des prédicateurs pacifiques qui étaient désarmés lorsqu'ils ont été abattus. Nouakchott a dénoncé il y a 3 jours un assassinat collectif. Les Mauritaniens ont manifesté leur colère plusieurs fois dans la rue et l'affaire a créé un réel malaise entre ces deux pays voisins. Gandiouf, Bediorma Mohamed. Pour une Mauritanie libre et l'expulsion de l'ambassadeur malien, tel est le slogan des familles des prédicateurs mauritaniens, tués le 8 septembre au poste de sécurité de Diabali, dans le nord du Mali. Malgré la volonté des autorités de part et d'autre de préserver l'esprit de bon voisinage, la tension reste vive. Si l'État ne défend pas le droit de nos enfants, nous sommes prêts à le faire. Nous sommes prêts à défendre nos enfants. Pendant ce temps, les veuves des prêcheurs sont allées protester devant la présidente de la République pour comprendre les circonstances du drame. On veut que le président nous honore, car ce n'est pas la première fois que cela arrive. À chaque fois qu'il y a un conflit au Mali, nos enfants se font tuer comme des mouches. À la mosquée de Théoba de Nouakchott, centre de coordination des prédicateurs en Mauritanie, l'heure est à la prière et au recueillement. Bamako a ordonné une enquête dont les résultats seront présentés au gouvernement malien et mauritanien. Au Gabon, arrivé au pouvoir en octobre 2009, Ali Bongo Ondimba n'a jamais fait de déclaration devant le Parlement. Eh bien, ce fut une première. Ce mercredi, le chef de l'État gabonais a prononcé son discours aujourd'hui devant les 2 chambres du Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale, et a rejeté dans une très longue déclaration l'idée d'organiser une nouvelle conférence nationale au Gabon, 22 ans après celle de mars et avril 1990. Écoutons-le. Devons-nous organiser une conférence nationale dite souveraine, dont le but affirmé n'a d'autre objet que de perpétrer un véritable coup d'État constitutionnel, ouvrant ainsi la voie à la tenue de petits arrangements entre amis. La politique devrait-elle se résumer en Afrique à des grandes messes où tout le monde trouve son compte? Je refuse cette conception tropicale de la gestion des affaires publiques. C'est pourquoi, à notre sens, la demande d'une telle rencontre masque mal l'indigence d'une opposition en manque de projet. Tant que ces personnes-là poseront des actes antipatriotiques et de défiance à l'autorité de l'État, je ne les recevrai pas. Et tant que par leurs actes, ces gens-là mettront en péril la vie des citoyens qu'ils prétendent protéger, je ne les recevrai pas. Et puis à 22h, l'allocution du président Ali Bongo Ondimba sera diffusée donc sur notre antenne. Autre titre, ce soir au Bénin, Malanville et Karimama sous les eaux du fleuve Niger. Sortis de leur lit, les eaux ont fait des ravages dans ces 2 communes frontalières du Niger, essentiellement agricoles. Une production céréalière est très compromise. Nos journalistes étaient sur les lieux. Gandiouf, Maximien Benoît. Sous cette étendue d'eau pourrissent des milliers d'hectares de cultures céréalières. La montée des eaux du fleuve Niger n'épargne ni champs ni habitations à Malanville et Karimama, 2 communes riveraines du fleuve Niger. La situation d'aujourd'hui est une situation catastrophique parce que à Tumboutou, par exemple, il y a un village qu'on appelle Gouroudjinde qui est dans la vallée du Niger qui se trouve être dévasté. Toute la population de ce village, aujourd'hui, on est en train de les convoyer dans une école, dans un village environnant. Les plantations de riz et de maïs se trouvent être inondées. La semaine passée,
J'étais venu voir un de mes amis dans son champ de riz. J'ai piloté ma moto jusqu'au niveau de l'arbre là. C'est là où j'ai garé la moto. On a bien causé. Mieux que des aides humanitaires, Malanville et Karimama gagneraient plus à privilégier des actions préventives contre les inondations. Nous lançons en fait un appel par rapport à l'ouvrage qui n'est pas terminé depuis près de 4 ans où nous pleurons. Nous avons pleuré sous la pluie, sous le soleil, sur tous les toits, devant toutes les délégations ministérielles, délégations gouvernementales qui ont passé à Malanville. Nous avons plaidé notre cas par rapport à la construction de cet ouvrage et que jusqu'à aujourd'hui, l'entreprise n'a pas été inquiétée. L'ouvrage n'est pas terminé parce que l'ouvrage devait être terminé avec la construction de 2 bassins de rétention. Le site des sinistrés déplacés est difficilement accessible. Et pourtant, il y a seulement quelques jours, l'espoir d'une fructueuse récolte animait les producteurs. Et nous restons au Bénin. Hélène Clark, l'administrateur du PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, séjourne depuis quelques jours au Bénin. Elle a visité des projets financés par son institution dans l'Ouémé et le Plateau. Après l'Assemblée nationale et le Centre Songhai, elle a procédé à l'inauguration du Centre Songhai de Kétou, financé en partie par son institution, et c'était en présence du chef de l'État, Boni Yayi. Maximien Benoît. Madame Hélène Clark, administrateur du PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement depuis le 20 avril 2009, assure également la présidence du Groupe des Nations Unies pour le Développement, qui est un comité chargé spécifiquement des questions de développement. La séance que Madame Hélène Clark a eue avec le chef de l'État béninois, Boni Yayi, a permis d'avoir des échanges sur plusieurs sujets qui préoccupent les plus hautes autorités béninoises. Je viens de rencontrer le chef de l'État et je crois qu'il a fait étalage de ses priorités. Il veut faire du Bénin une plateforme pour la démocratie, faire du Bénin un pays émergent. Après avoir examiné sous le contrôle du Premier ministre Pascal Irénée Koupaki les différents points faits par les 9 ministres du gouvernement concernés par les interventions du PNUD au Bénin, l'administrateur de l'institution onusienne de développement dresse un bilan en double teinte. Notamment dans l'éducation primaire, dans la réduction de la mortalité infantile et aussi dans le sens de maintenir donc le niveau de séroprévalence au VIH-Sida, bien entendu, à ce niveau bas de 1,3%. Zone d'ombre en revanche quant à l'accès à l'eau et au développement agricole au Bénin. Hélène Clark estime que le Bénin a des soucis à se faire. Le Bénin a des possibilités en matière de développement agricole qui vont aussi dans le sens de l'emploi des jeunes pour contrer le chômage et le sous-emploi des jeunes. Et donc nous avons également évoqué l'accès à l'eau potable. Bon, il y a eu des efforts, c'est vrai, mais c'est un secteur dans lequel on peut faire encore mieux. Côté politique, la patronne mondiale du système des Nations Unies pour le développement considère que le Bénin a une chance, sa stabilité. Le pays bénéficie de cette stabilité dans une région qui a quand même quelques problèmes, quelques défis, et que donc il faut maintenir cette stabilité politique. Hélène Clark tient aussi au développement humain durable. Dans le reste de l'actualité, un film intitulé « L'innocence des musulmans jugés blasphématoires », décrivant l'islam comme un cancer, sème des troubles en Libye et ébranle tout le Maghreb. Conséquence, un ambassadeur américain, Christopher Stevens, et 3 autres membres du consulat de Benghazi ont été tués mardi soir lors d'une attaque à la roquette perpétrée par une milice libyenne pour protester contre ce film qui dénigre l'islam. La Maison-Blanche n'a pas tardé à réagir. Le président américain Barack Obama a rendu hommage dans un communiqué à l'ambassadeur et ses collègues tués et a fermement condamné cette attaque scandaleuse, selon ses propres termes. Obama a demandé à son administration de renforcer la sécurité autour de leurs ambassades à travers le monde. Et puis de son côté, la Libye a présenté ses excuses aujourd'hui aux États-Unis. Et puis pour clore cette édition, je vous le disais en titre, en France, ça y est, le ministre de l'Intérieur Manuel Valls a lancé hier dans la soirée, en Seine-Saint-Denis, la première zone de sécurité prioritaire. Ce dispositif sécuritaire vise notamment à lutter contre la délinquance dans les quartiers difficiles de l'Hexagone. Le gouvernement prévoit la création d'une 60aine de zones de sécurité prioritaire, la ZSP, d'ici fin 2013. Christian Mambou, Moïse Munkoro. Promesse de campagne de François Hollande et la mise en place des zones de sécurité prioritaires était attendue depuis quelques semaines.
Le ministre de l'Intérieur Manuel Valls a officiellement lancé ce mardi cette politique sécuritaire du gouvernement en commençant par Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Dans cette commune de 40 000 habitants aux portes de Paris, c'est la drogue qui alimente l'économie parallèle et crée une délinquance quotidienne. Dimanche dernier, des armes et de la drogue et 30 000 € en liquide ont été saisis dans une cité. Face à cette situation, le ministre de l'Intérieur s'est voulu ferme. Face à cela, il n'y a qu'un seul ordre, c'est l'ordre républicain. Mais l'ordre républicain, il ne trouve que sa place que si les habitants, avec les élus, mais que si les élus peuvent s'appuyer sur les habitants courageux. Dans ces quartiers particulièrement difficiles et touchés par le chômage des jeunes, Manuel Valls rappelle que l'amélioration des situations sociales passe aussi par la sécurité. Ils disent on veut des enseignants, on veut lutter contre l'échec scolaire, on veut de l'emploi, mais en même temps, il nous faut de la sécurité. Les deux sont nécessaires. Le projet pour développer une ville, pour répondre aux aspirations de la jeunesse. Pour le gouvernement, l'objectif des zones de sécurité prioritaires est de proposer une action de sécurité renforcée sur des territoires bien ciblés, caractérisés par une délinquance enracinée et de fortes attentes de la population. La création d'une quinzaine de zones de sécurité prioritaires est prévue d'ici la fin de l'année. Une quinzaine d'autres suivra en 2013. Pour ces policiers qui connaissent bien les terrains, le classement de Saint-Ouen parmi les zones de sécurité prioritaires va forcément contribuer à réduire l'insécurité dans la commune. On a un quotidien qui est relativement difficile. Les phénomènes de drogue, en l'occurrence comme ici à Saint-Ouen, les phénomènes de violence urbaine, les phénomènes de vol-violence, tous ces petits phénomènes de petite et grande criminalité qui pourront être du moins mieux résolus avec un peu plus d'effectifs et un budget qui ne sera pas restreint. Mais pour que les dispositifs de sécurité soient efficaces, Manuel Valls appelle à une action conjuguée de la police et de la justice, un souhait partagé par ces syndicalistes. Un habitant va vous dire, on sait que vous faites votre boulot, on vous voit, vous êtes là, vous interpellez, mais l'individu que vous interpellez, demain il est dehors. Donc c'est un constat qui n'est pas celui de la police ou d'un syndicat de police, mais bel et bien de la population. Le ministre de l'Intérieur affirme que 500 postes de policiers et gendarmes seront créés tous les ans durant le quinquennat de François Hollande. Notre édition s'achève. Avant de nous quitter, le rappel de l'information principale de ce journal, la fusillade des 16 prédicateurs musulmans, dont au moins 9 Mauritaniens, par des militaires maliens dans la région de Ségou, Mali. Les familles des victimes à Nouakchott ont manifesté leur colère avec des slogans hostiles au régime de Bamako. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 21 h pour une nouvelle édition, suite de vos programmes favoris. Merci de votre fidélité. À demain.